Alain Juppé, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. L'actualité et vous, les sondages ne cessent de faire de vous un favori pour l'élection présidentielle de 2017. Comment allez-vous? Il faut dire que les sondages m'attristent, ce serait mentir. Cela dit, je les prends avec beaucoup de prudence. Vous Hein. savez comme moi qu'il photographie l'opinion à un moment donné et que l'élection présidentielle est encore loin. De si bons sondages, c'est très rare, hein. Non seulement pour les Français en général, vous faites la course en tête, pour votre camp, la droite, hein, vous progressez. On est forcément de bonne humeur dans des circonstances comme ça. Je suis de bonne humeur, surtout quand je suis ici à Genève. L'été 2015 était actif, vous avez publié un livre sur l'éducation. C'est l'été aussi de vos 70 ans. Vous savez que vos adversaires vont s'en gargariser. Certes, mais c'est une arme à double tranchant, hein. Hein. C'est aussi l'expérience, c'est aussi la sérénité. Puis quand vous regardez les chefs d'État à travers la planète, je ne serai pas le plus âgé, loin de là. Les Français, vous croyez, ont envie d'une certaine forme de sérénité que l'âge peut apporter? Les Français ont envie de stabilité et de visibilité. Ils sont un peu tourneboulés depuis 2 ou 3 ans par un gouvernement et un président de la République qui changent de cap tous les 6 mois. Hein. Et je crois que ça explique beaucoup nos difficultés économiques et notamment l'attentisme des acteurs économiques dans le pays. Ils ont envie d'apaisement aussi. Évitons les débats inutiles. Alain Juppé, vous êtes extraordinairement populaire. Vous avez été dans le passé très impopulaire, hein, mais comme tant d'autres hommes politiques, c'est un mot à la mode depuis longtemps. On dit vous êtes un exemple de résilience, de rebond. Le secret, qu'est-ce que c'est? On peut dire aussi de courage et Hein. de détermination. Je crois en ce que je fais. J'essaye de défendre mes idées le mieux possible et je suis heureux de voir qu'elles ont de plus en plus écho auprès des Françaises et des Français. Et puis le temps change, les circonstances changent, des choses qui n'étaient pas comprises il y a 20 ans le sont peut-être aujourd'hui. Il y a aussi une prise de conscience de la nécessité de réformes profondes. En tout cas, un lien de filiation avec de grands prédécesseurs, avec un Mitterrand, avec un De Gaulle. Vous êtes une plume, hein. Alors, c'est le livre sur l'éducation, c'est votre biographie de Montesquieu. Vous publiez une nouvelle postface. Ça Ja- compte pour vous, la plume? Jamais écrire. Hein. Jamais écrire, j'écris lentement. Il me faut du temps. C'est pour ça que j'ai publié 5 ou 6 ouvrages. Et malheureusement, parfois, ça me démange de reprendre la plume. Il faut de la concentration. Et puis, j'aime la langue, j'aime lire aussi. La belle langue française qui, malheureusement, est aujourd'hui un peu malmenée. Un peu malmené par les politiques aussi quand on entend Hollande, Sarkozy. Par les politiques, et ce que je peux dire aussi parfois par les Ah, journalistes, évidemment. ça arrive Ouais. aussi. C'est votre premier monde, hein. Les lettres, on a souvent de vous une image, disons, de politique plus tournée vers l'économie, etc. Votre premier monde, c'est la littérature. Ah, ma culture, ma formation de départ est une formation de littéraire. J'ai fait Hippocagne et Cagne au lycée Louis-le-Grand. Ensuite, je suis entré à l'école normale. J'ai préparé et réussi une agrégation de lettres classiques. J'ai commencé à enseigner un petit peu. Et c'est dans la littérature que je puise ma culture et mon plaisir aussi. L'actualité, d'abord, la Grèce, quels que soient les développements des prochains jours, prochaines semaines, vous êtes de ceux disant la place de la Grèce dans l'euro, elle n'est pas juste. Je dis que si nous pouvons garder la Grèce avec nous, ça vaudra mieux. Hein. Ça vaudra mieux, j'en suis convaincu, pour le peuple grec lui-même. Ça vaudra mieux aussi pour l'ensemble de la zone euro. Mais pas à n'importe quelle condition. Pas au risque de fragiliser la zone euro elle-même. La zone euro, elle n'existe que si elle a des règles, des disciplines qui s'imposent à tout le monde, que nous avons collectivement choisies, que la France d'ailleurs doit assumer elle aussi. Elle ne le fait pas toujours comme elle le devrait. Et voilà, si la Grèce est prête à jouer le jeu, si la Grèce veut vraiment en être et fait des propositions en ce sens, alors elle a sa place. Si en revanche, comme elle le fait depuis des mois et des mois, elle tergiverse, elle refuse de s'engager, alors je pense qu'il faudra en tirer toutes les conséquences. Vous savez, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé la Grèce Hein. depuis des années et des années. On continue à lui donner des subventions du budget européen. Nous avons effacé une grande partie de sa dette privée. Les prêteurs publics sont prêts à continuer, mais c'est donnant-donnant. Est-ce qu'il y avait une erreur de départ? La Grèce dans l'euro, je crois, 2001, on savait bien que un certain nombre de garanties, les 3% de déficit budgétaire, etc., ne seraient pas tenues. Est-ce qu'on s'est trompé? On s'est trompé et pardon, la Grèce elle-même s'est trompée. Hein. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'elle nous a trompés, mais enfin en Hein. 2009, on a eu une révélation. On s'est aperçu que les comptes n'étaient pas bons, les comptes officiels, que le déficit n'était pas de 6%, mais de 13%. Donc il y a eu là une désinformation. Et Avec, pardon, avec une forme de complicité ou de cynisme de certaines banques, de certaines sans institutions. doute,
Sans doute. Enfin, aujourd'hui, il est à la mode de faire porter tout le péché Ouais. sur ces fameux créanciers qui sont des prédateurs assoiffés du sang des Grecs. Il y a peut-être une part de responsabilité de la communauté internationale, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus occulter la responsabilité de certains dirigeants grecs. Depuis le référendum, on sent une forme de jubilation hein, de tous ceux qui disent c'est bien fait pour les élites européennes, il y a des gens de droite, mais aussi de gauche, les souverainistes, etc. Vous la comprenez? C'est un sentiment mauvais, hein. Quand on voit la coalition Le Pen-Mélenchon autour de Hein. Syriza, ça devrait amener à réfléchir. C'est les populismes d'extrême gauche et d'extrême droite qui se retrouvent. Mais aussi des Et socialistes dans notre pays, mais aussi des gens plus modérés hein, qui disent, voilà, une certaine Europe s'est fait remettre à sa place. je n'interprète pas les choses comme ça, hein. Je pense qu'il faut aujourd'hui renforcer l'Europe et que tout ce qui peut l'affaiblir et la diviser va Hmm. dans la mauvaise direction. On nous parle toujours de l'austérité. Est-ce qu'on peut continuer avec des déficits qui ne cessent de s'aggraver, avec des dettes qui sont en spirale et qui menacent d'exploser? Je pense que c'est non, parce que quelle est l'alternative? Il faut bien sûr soutenir l'activité. Et le plan Juncker va permettre de le faire en investissant 315 millions d'euros pour soutenir la croissance. Donc je crois que la politique actuelle, elle est équilibrée et que c'est un peu de la démagogie Bruxelles. anti-FMI, Hein. anti-Bruxelles, ça c'est très à la mode et on y trouve des coalitions étonnantes. Souvenons-vous d'ailleurs de la phrase qu'on a encore en mémoire du président Hollande en 2012, la finance, voilà l'économie, Hein. l'ennemi. On y est revenu. Je pense que c'est pas exactement ce dont nous avons besoin. Est-ce que c'est un signal contre un certain rêve européen d'extension, toujours s'étendre après la Grèce, peut-être la Turquie et d'autres? Là, d'une manière ou d'une autre, c'est un cran d'arrêt. Nous ne pouvons plus nous étendre. Dans la situation où est l'Union européenne aujourd'hui, qui est une situation Hein. fragilisée, il est évident que tout élargissement irait dans la mauvaise direction. Parce que autant je dénonce un certain populisme anti-européen, autant je suis bien conscient des faiblesses de la construction européenne aujourd'hui. Elle apparaît d'abord comme trop bureaucratique, elle émet trop de règles, trop de normes en permanence. M. Juncker en a pris conscience d'ailleurs en annonçant qu'il mettait au panier 80 projets de directives et de règlements, pourvu qu'il persévère. L'histoire de la Grèce, hein. Vous êtes un amoureux de la Grèce. Alors, il y a un livre de vous très célèbre, La Tentation de Venise, où vous racontez vraiment un éblouissement d'ado. Hein. Vous avez quoi? C'est dans les années 60? J'ai 16 ans, je suis étudiant de première dans un Ouais. petit lycée de province, le lycée Victor de Ruy à Mont-de-Marsan, et je découvre ce que j'ai étudié dans mes livres en Premier en voyage à faisant du Athènes, grec. l'Acropole. Premier voyage, j'ai un choc à l'Acropole. J'avais même un rêve, c'est de m'y laisser enfermer une nuit entière Ouais. pour voir le clair de lune à l'Acropole. J'y suis revenu moult et moult fois. Quand vous voyez le recul de fait du grec, du latin et le recul organisé par la réforme de l'enseignement en France, ça vous fait mal? Ça me fait très mal et je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Je ne Hein. comprends pas qu'on puisse enseigner la langue française sans avoir une connaissance un peu approfondie du latin. Hmm. C'est la matrice de notre langue. Et aujourd'hui, on forme des profs de français qui ne connaissent pas le latin. Je trouve que c'est absolument regrettable et même détestable. Alors, D'où vient ça dans l'esprit de la ministre de l'Éducation d'un certain nombre de gens qui veulent cette réforme, d'après vous? parce que toujours cette notion de l'égalitarisme qui est complètement faussée, on se dit que l'apprentissage du latin et du grec, c'est un apprentissage de privilégiés. Hmm. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai et je crois que l'objectif, ce serait plutôt de permettre à beaucoup d'enfants d'accéder à ce qui fait partie de notre histoire, de notre culture, notre héritage, de notre patrimoine. Alain Juppé, auteur. On faisait tout à l'heure le compte des politiciens écrivains. C'est une très grande tradition française. Alors, il y avait De Gaulle, évidemment. Dans les grands, qui est-ce que vous classez? De Gaulle en tout premier, Ouais. évidemment. Mitterrand un peu en dessous. Quand même, ça n'a pas le même souffle épique. Bon, et puis il faut remonter l'histoire. Jaurès, j'ai relu les discours de Jaurès. C'est un art oratoire qu'on ne pratique plus. Ceux Hélas. d'après, ceux de maintenant, un Bruno Le Maire, Bruno Le Maire a une bonne plume, oui, bien sûr. un Villepin. Et puis il y a beaucoup de nègres aussi. Il y a beaucoup de nègres en politique, oui. Vous écrivez J'ai été vraiment. nègre. Hein. J'ai été nègre, Ouais. je l'avoue. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'un nègre, c'est ce qu'on appellerait en bon français aujourd'hui un speechwriter. Ouais. C'est ça. Vous avez été nègre de qui? Jacques Chirac, c'est Ouais. un secret pour personne. Encore que, aussi, il faut bien remettre les choses en perspective. Je contribuais au discours de Jacques Chirac, mais c'est lui qui mettait sa patte, finalement, parce que je crois que c'est ça, les bons discours. Il changeait beaucoup. Oui, beaucoup. Surtout, il relisait phrase par phrase, il discutait telle expression, telle formule. C'était passionnant, ça demandait énormément de travail. On passait des après-midi entières à relire des discours. Il y a une nostalgie de Jacques Chirac qui est énorme aujourd'hui, hein, jusqu'à dans ses détails pratiques, la légende des stabilo-boss qu'il utilisait beaucoup. C'était sa technique vraiment?
Oui, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ouais. Je me souviens quand on rentrait parfois de voyages en province ou de meetings à minuit ou 1 heure du matin à l'hôtel de ville, je l'accompagnais parfois, il se remettait à sa table de travail. J'étais aussi directeur des finances de la ville de Paris, je lui envoyais des notes sur un certain nombre de sujets. Elle revenait toujours à noter précisément oui, non. Quand il y avait vu, ça signifiait qu'il n'était pas tellement d'accord. Ouais. On dit que pour Mitterrand, par exemple, selon qui disait oui, non, avoir, le Ben, sens aussi vous voyez, je s'interprétait, ne hein. le savais pas, mais c'est pareil. Là. Le vu de Jacques Chirac était dubitatif. Comment vous expliquez cette nostalgie Chirac? Il y a des sites, hein, je ne sais pas si vous surfez sur Internet, les photos de lui, les films de lui, etc. passionnent. Bon, ça, c'est toujours le processus traditionnel. Hein. Quand on a quitté le pouvoir, tout d'un coup, les gens vous regrettent. Simone Veil a été aussi l'objet de cette vénération. Et puis en même temps, je crois que c'est très révélateur du lien que les Français ont avec Jacques Chirac. Ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour eux, Hmm. hein, vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui fonde, je crois, sa popularité. Et elle est sincère. Moi, je l'ai vu en de nombreuses circonstances décrocher dans son téléphone, loin de tous les médias, pour prendre des nouvelles, Hmm. pour suivre la situation de tel ou tel de ses amis, très attentif à la maladie en particulier. On sait aussi ce qu'il a fait pour le handicap, sans doute pour des raisons familiales. C'est quelqu'un qui a une fibre humaine, parfois un peu dissimulée, parce qu'il est pudique d'une certaine manière, mais qui est très authentique. Le côté humain de Jacques Chirac, touchant des malades, hein, pouvant simplement, en tenant la main d'un malade, communiquer quelque chose, vous l'avez expérimenté, vu, À bon égard, je l'ai vu, oui. Je hein. l'ai vu même auprès de personnes qui me sont chères, exprimer cette compassion qui était sincère, parce que c'était pas pour les médias, c'était pas devant une caméra, c'était vraiment dans le silence de son bureau, et ça partait du cœur. Une certaine manière de faire la politique, on a dit parfois un peu radical socialiste, un peu connaissance du terrain, etc. Il y a de ça, il y avait de ça Il y chez avait de lui. ça, mais il y a aussi, on l'a accusé aussi de brutalité, Ouais. d'autoritarisme. Vous savez, c'était une personnalité complexe. C'est toujours une personnalité complexe, Jacques Chirac. Il y a cette dimension humaine, mais il y a aussi la bête politique qui est capable d'aller au combat et d'y aller durement. Hein. Hein. En politique, c'est difficile d'avoir des pères, des fils, mais vous êtes un fils de Jacques Chirac. Un fils, parfois je dis un grand-père, un grand Hein. frère. Il a pas l'âge d'être mon grand-père, mais il a l'âge d'être mon grand frère. Nous avons encore une quinzaine d'années de différence. Et il y a cette relation un peu filiale qui s'est installée, c'est vrai, vous avez raison, entre nous. Et en même temps, une relation d'autorité, parce que quand je suis arrivé auprès de lui, il était déjà Premier ministre et moi, j'étais tout simplement jeune fonctionnaire. C'est pour ça que nous nous voyons toujours. Ça surprend beaucoup dans la classe politique où on se tutoie, pardon, tout de suite pour un oui, pour un non. Tout le monde a des souvenirs de lui, les journalistes qui l'ont suivi, qui l'ont vu, par exemple, ses sorties vertes, hein, sont dans toutes les mémoires. Moi, je me rappelle l'avoir entendu répondre à un journaliste un peu insistant. Ça n'a au trou du cul d'importance. On Il y connaît avait ces, quelques classiques comme ça. on Vous devez connaît avoir ces la mots liste faciles, complète, hein. ça m'en touche une, ça fait bouger l'autre. Ouais. Enfin, on pourrait faire un florilège. Il avait, c'est vrai, une gouaille d'officier de cavalerie, parfois. Il vous a appris quoi, D'abord, le travail. On hein? m'a appris que la politique, c'est pas simplement de la représentation ou de la communication, que c'est aussi un travail de fond. Et puis, cette attention aux autres, dont on dit que je ne l'ai pas au même degré que lui, ce qui me blesse, parce que je crois que si j'ai fait ce que j'ai fait dans ma vie politique, mes 12 ans dans le 18e arrondissement de Paris, qui n'était pas le 7e, hein, c'était un peu différent, ou 20 ans à Bordeaux, c'est parce que j'ai aussi ce goût des autres et ce goût de l'action au service des autres. Ceux qui doutent de vous disent aussi, est-ce que Juppé a la même rage de conquête, ce côté Chirac qui pouvait lancer des centaines d'appels téléphoniques à la suite, etc. Cette rage, vous l'avez aussi? J'ai moins de rage téléphonique que Jacques Chirac. J'ai un peu de mal avec le téléphone. J'ai découvert que c'était en revanche un point commun avec le général de Gaulle, qui n'aimait pas le téléphone. Quand j'ai visité récemment Colombey, je me suis rendu compte qu'il avait planqué le téléphone sous un escalier. Bon, enfin, c'était un autre temps où on n'avait pas d'iPhone. Je vous rassure, j'ai un iPhone et je suis devenu accro. Mais voilà, c'est vrai que j'ai peut-être plus de retenue et plus de distance, mais on a chacun la personnalité qu'on a. L'envie d'être L'envie, je président, l'ai. vous l'avez? Envie, je l'ai. Envie, je l'ai parce que, vous voyez, toute ma vie professionnelle, je ne parle pas de ma vie personnelle, de ma vie affective, je l'ai quand même investi dans la chose publique. Hein. C'est ça qui me passionne et qui me motive. Et donc aujourd'hui, j'ai exercé beaucoup de responsabilités dans la vie politique française, pas encore celle-là, et donc que j'en ai envie. Il y a eu toutes les formules, hein. On a dit, y penser en se rasant. Il y a un général qui disait, chaque matin en mettant ses chaussettes, il faut y penser, je serai général, je serai président. C'est votre cas? Non, je ne vous cache pas que quand je me rase, je pense à me raser, tout simplement. Je regarde si j'ai pas oublié un poil ici ou là. Le Je pense risque, à rien d'autre. le risque Balladur, le risque Raymond Barre, on disait dans le passé, ces gens très brillants,
mais qui ne sont pas des bêtes de campagne? Je crois qu'avant d'avoir été candidat à l'élection présidentielle, Raymond Barre n'avait pas fait beaucoup de campagnes électorales. Ouais. J'en Vous? ai fait plus de 20 Ouais. et j'en ai gagné 19 ou 18. Donc vous voyez que le combat politique est allé, j'y reviens, dans le 18e arrondissement de Paris, en 1983, me bagarrer contre une liste socialiste qui était conduite par qui? Lionel Jospin. Numéro 2, Claude Estier. Numéro 3, Bertrand Delanoë. Numéro 4, M. Vaillant. Donc il faut aller au combat, là. Je suis allé au combat dans des fiefs socialistes et ça n'a pas toujours été facile. Donc vous voyez que j'ai le goût du combat politique aussi. Ouais. Quand vous voyez des gens comme Sarkozy, comme d'autres, on a beaucoup catalogué comme des tueurs, est-ce que ça ne vous manquera pas d'une manière ou d'une autre? Écoutez, je vous le redis, le 18e, c'était plus difficile que Neuilly. Ouais. Vous êtes vachard quand vous voulez, hein? Ça m'arrive, oui. Quand je me lâche, mais je me maîtrise. Il y a eu le coup de canif de la belle-mère, c'était un peu ça, hein? Bernadette Chirac qui a dit « Juppé est froid ». Ça fait mal quand même. J'ai pour Bernadette Chirac beaucoup de respect et Ouais. beaucoup d'affection et je ne me départirai pas de cette ligne de conduite. Ouais. Ça coûte des voix quand même, ce genre de choses. Je ne sais pas. Hum. Chacun est libre de son appréciation. Je le répète, si je suis élu depuis 20 ans à Bordeaux, qui est une ville du Sud, latine, presque méditerranéenne, c'est parce que les Bordelais ont dû comprendre quelque part que je n'étais pas aussi froid que certains le disent. Dans la longue suite des légendes, il y a le mot de Jacques Chirac qui vous aurait dit « Il vous manque 15 kilos », c'est vrai? Non, il a dit que j'étais le meilleur d'entre nous aussi. Vous voyez pas que ça mal. équilibre dans le couple. Ouais. Et c'est vrai qu'il appelait souvent ma chère maman pour lui dire « Mais Madame Juppé, il faut faire quelque chose. Il ne mange pas assez. » Ah, c'est vrai, Monsieur le Président, vous l'avez remarqué aussi. Ils avaient tous deux l'envie de me voir grossir. Voilà, ça vient avec le temps, mais je me contrôle encore. Vous l'avez aimé, Chirac? On peut dire ça, oui. Enfin, il ne faut pas galvauder le mot d'amour, mais Hein. j'ai de l'affection pour lui. Oui, c'est vrai. C'est un personnage d'abord pour qui j'ai de l'admiration, pour son énergie, pour son caractère de battant. Dieu sait si on a dit Chirac un battant. Je l'ai vu dans des meetings, vous savez, dans des moments un peu difficiles, dans des campagnes qu'il a perdues. 81, 78. La campagne législative de 78, je ne sais pas si on s'en souvient, il a fait, je crois, la quasi-totalité des circonscriptions de France, plusieurs centaines de circonscriptions. Et je l'ai vu en une journée sillonner, par exemple, les Landes et le Pays Basque. Et j'étais fasciné d'admiration devant cette force, cette vitalité, cette force de conviction aussi. Après l'échec, il repartait tout de suite, vraiment tout de suite. Il n'y avait pas un moment d'abattement? Il y a eu des moments d'abattement, bien sûr que si. En 88, après son deuxième échec au présidentiel, il y a eu un trou noir, bien sûr. Le pouvoir, vous l'avez connu sous toutes les formes, hein. Vous avez été Presque. ministre, presque. Pas toutes. Il manque la dernière marche. C'est la plus dure. C'est sans doute la plus dure, puisque c'est la marche suprême. Je l'ai connue à Matignon, et c'est peut-être encore plus difficile à Matignon qu'à l'Élysée, d'après ce que j'ai pu voir de la façon dont les présidents de la République exerçaient les choses, parce qu'à l'Élysée, quand même, ça tamise, si je puis dire, ne remonte en principe que les choses les plus importantes, sauf quand on a des présidents qui s'occupent de tout, comme ça arrive parfois. En revanche, à Matignon, vous avez une décision à prendre toutes les 5 minutes. C'est vraiment à la fois passionnant. On a dit que c'était un enfer. Je ne pense pas que ce soit un enfer. Et en même temps, c'est extrêmement exigeant. Il arrive qu'on se trompe, hein, c'est vrai. L'actualité fait remonter plusieurs faits importants où vous étiez engagé. Les écoutes menées par les États-Unis. Wikileaks a rendu public des notes où vous êtes concerné, notamment des conversations avec Sarkozy sur la Libye. Ça vous a choqué, ça, ces écoutes Bien sûr, américaines? Dire que ça m'est totalement surpris, c'est pas tout à fait exact. Tout le monde écoute tout le monde. Hein. Ouais. Je vais raconter une anecdote. La première fois que je suis allé dans l'ambassade de France à Moscou, c'était après la chute du mur de Berlin, on m'a montré la cage, je ne sais plus comment on appelle ça, blanche, je crois, c'est-à-dire une espèce d'espace où on était sûr qu'il n'y avait pas de micro, puisque dans l'ambassade de France, c'était truffé de micros. Donc voilà, tout le monde écoute tout le monde, ce qui n'est pas une raison, hein, ce qui n'est pas acceptable. Il faut que nous fassions à nos amis, à nos alliés américains, c'est encore plus choquant lorsque ça vient de la part d'alliés, les représentations qui conviennent, et que nous obtenions des engagements clairs, fermes, précis, que ça ne continuera pas. Je citais cette note que Wikileaks a rendue publique. Vous évoquiez la chute de Kadhafi, les opérations en Libye. Vous êtes un de ceux qui ayant compté dans cette affaire. Aujourd'hui, le grand ennemi, c'est le groupe État islamique, Daesh. Est-ce que ça change la donne en termes d'alliance? Est-ce que vous vous dites parfois,
c'était mieux Kadhafi, c'était Ah. mieux Bachar el-Assad. Il ne m'est jamais arrivé de me dire je regrette Kadhafi. Hein. C'était un dictateur qui a opprimé son peuple pendant 40 ans avec des méthodes épouvantables. Il a se montré complice d'actes de terrorisme qui ont été dénoncés par la justice internationale. Il finançait des mouvements terroristes un peu partout en Afrique. Donc je ne le regrette pas. Même si tout ça est vrai, est-ce que ça n'était pas, comme Bachar aujourd'hui, un rempart face à l'islamisme violent? Mais on ne peut pas accepter de garder des remparts avec des régimes qui sont des régimes sanguinaires et qui ont des morts sur les mains. Alors, il est facile de reconstituer l'histoire a posteriori. C'est vrai que nous avons sans doute commis des erreurs en Libye, par exemple, en ne nous engageant pas davantage pour soutenir la solution de relève après Kadhafi. Mais aujourd'hui, je le répète, je ne regrette pas Kadhafi. Alain Juppé, 2016, ce sera les primaires à droite, c'est très vite là. Hein. Novembre 2016, c'est à la fois vite et long. Vous avez un concurrent, Nicolas Sarkozy, qui tient un parti. L'histoire montre que celui qui tient le parti a quand même une longueur d'avance, non? Pas toujours vrai. De 1974, c'était plutôt Chaban qui avait le soutien du parti gaulliste, il n'a pas gagné. Et puis, on ne peut pas dire tout et son contraire. J'entends en permanence des leçons de gaullisme en me disant, mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Ce n'est pas la rencontre d'un parti et d'un peuple. Le scénario 2017, une économie qui repart un peu, un François Hollande qui est chanceux, on dit souvent ça, vous le pensez? Non. Non, je pense qu'il a la poisse, au contraire. Hein, il la porte ou il l'a? Je crois qu'il la porte, enfin qu'il la porte sur lui, oui. Regardez aujourd'hui son désaveu dans l'opinion publique. Il y a un sondage qui m'a sidéré, c'est qu'aujourd'hui, les Français font davantage confiance à Angela Merkel pour régler la crise grecque que à François Hollande. C'est quand même extraordinaire. Hein. Le Front National, qu'est-ce qui pèse en France aujourd'hui? Lourd, beaucoup trop lourd. 20% peut-être? Oui, enfin ça dépend des élections. On va voir au moment des élections régionales s'il confirme son poids. Je crois qu'il n'est pas question de stigmatiser les électeurs du Front National. Quand on critique le Front National, ils se sentent agressés. Non, moi j'agresse pas les électeurs. Je leur dis simplement ouvrez les yeux. Qu'est-ce que c'est que le programme de ce parti? C'est une espèce de salmigondis entre des propositions de gauche, la retraite à 60 ans, quand même, une augmentation rapide et brutale du SMIC, ce qui est tout à fait hostile au contraire à l'emploi, et puis de notre côté, des mesures d'extrême droite traditionnelles avec la peur de l'étranger et la xénophobie. Mais chez vos propres électeurs, Alain Juppé, vous savez bien que beaucoup de gens disent un jour ou l'autre, il faudra gouverner avec eux. Vous n'entendez jamais ce discours? Je ne participerai jamais à cette opération, sauf si, par miracle, le Front National renonçait à un certain nombre de ses idées. Comment voulez-vous, alors que je reste profondément européen, en mesurant toutes les imperfections de l'Europe. Mais je pense que nous aurons un meilleur avenir dans nos pays respectifs si nous y allons ensemble que séparés. Comment voulez-vous que j'envisage une alliance avec un parti qui veut démanteler la construction européenne? Parce qu'ils vont plus loin que Syriza. Ce n'est pas simplement l'euro, c'est l'Europe elle-même. C'est une aberration totale. Mitterrand avait pris des communistes dans son gouvernement. C'est son problème. Ça n'avait pas si mal marché. Oui, sauf que ça nous a amené en 83 à la catastrophe économique. Alors, il ne faut pas dire que ça avait si bien marché que cela. Au contraire, non, ça a été un désastre. Il a fallu inverser complètement la tendance quand le franc a été dévalué, etc. Donc, ça a été une très mauvaise opération. Ça a été bien pour gagner, naturellement, mais pas bon pour gouverner. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner, naturellement, mais c'est aussi de ne pas tromper les Français sur ce que nous aurons à faire ensemble. Alain Juppé, vous êtes en Suisse à l'invitation de Claudine Schmid. C'est la députée des Français de l'étranger, avec une circonscription qui comporte notamment la Suisse. Le goût de la Suisse, pour vous, vous êtes loin. Bordeaux-Genève, Bordeaux-Lausanne, c'est assez loin. C'est tout près. Le goût de la Suisse, c'est comment? C'est beau d'abord, c'est la beauté des paysages, c'est la beauté des montagnes. Je suis venu souvent faire du ski en Suisse quand j'étais plus jeune. Puis c'est un pays qui me fascine d'une certaine manière, qui est arrivé à garder un outil industriel de grande qualité tout en maintenant un niveau de vie et des salaires élevés. Donc il a trouvé la voie de la compétitivité. Et puis, c'est sans doute pas un modèle, parce que le peuple français n'est pas le peuple suisse. Mais quand même, cette démocratie directe est quelque chose qui intéresse forcément et qui m'intéresse tout particulièrement. Alain Juppé, je recommande votre livre, Montesquieu le moderne. Vous signez la postface. Il y a une série de citations qui est pas mal à la fin. Alors, le thème, c'est la force de la modération. Ça, c'est vous, forcément. Oui, j'aime bien cette notion de modération. Vous savez, quand vous dites que vous êtes un modéré, très souvent, on dit « Ah oui, la modération, c'est la mollesse, c'est le marais, c'est l'entre-deux ». Non. Montesquieu explique bien que ce qui est facile, et on le voit aujourd'hui, c'est la montée aux extrêmes. C'est le fanatisme, c'est l'exagération. Alors on se lâche, alors on y va. C'est facile. Au contraire, avoir une position raisonnée,
dis pas raisonnable, raisonné, hein, équilibré, ça demande une certaine discipline intellectuelle et de comportement. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça mon créneau, si je peux le dire. Et est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable? Vous citez, ça dérive vers l'histoire de couple, mais vous dites « tous les maris sont laids hein », citation Ça, c'est de Montesquieu qui dit Montesquieu. ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop mari, pas assez amant? Ah, je ne vais pas vous révéler ma vie personnelle. Aujourd'hui, je me suis assagi, je vous rassure. Et je rassure mon épouse. Mais ceux qui en politique disent, voilà, il faut cette espèce de grain de folie qui vous manque parfois. Je ne suis pas sûr. Il m'est arrivé de faire des folies, oui, bien sûr. Dans mes choix locaux, je prends des risques. L'âge du capitaine, vous savez que ce sera un thème forcément. Vous pensez à ceux qui, on cite toujours les exemples des septuagénaires au pouvoir, hein, les Chirac, les Pourquoi Mitterrand. on parle pas des... Il faudrait parler des octogénaires. Ouais. Deng Xiaoping, il nous a quittés, le président tunisien et quelques autres. Churchill. Et puis Churchill, et le général de Gaulle au retour au pouvoir. Mitterrand en 88. Donc si on éliminait tous les plus de 70 ans, ce serait un désastre dans la vie politique. Puis voilà, cette question de l'âge... elle est un peu ridicule. Je dis souvent qu'il vaut mieux un septuagénaire en forme qu'un quadragénaire amorti. Ça existe aussi, les quadragénaires amortis. Merci Alain Juppé. Merci à vous.